jusqu'à l'automne de sa vie. Henri Fabre, fidèle à ses valeurs d'honnêteté et de sincérité, confirma cette inspiration apparue dès son adolescence. Dès 4 ans, c'est déjà pour moi la révélation d'une passion à venir. Intrigué et curieux, je fixe au plafond de ma chambre un petit papillon en papier ultra léger qui joue avec les courants d'air. Plus tard, je découvre et me passionne pour les précurseurs de l'aviation. Alphonse Penaud, son hélicoptère et son planophore qui vole à 60 mètres. Louis Mouillard, dont l'ouvrage précieux « L'Empire de l'air », cadeau de mon oncle, m'aida à mieux comprendre l'enseignement des vols des oiseaux. Ou encore Victor Chanut et ses tentatives de vol qui me remplissent d'espoir. À 14 ans, c'est Otto Lilienthal ma vraie révélation. Je découvre dans l'illustration un article sur lui. Soudain je m'écris « On a volé, Lilienthal s'est maintenu en l'air sur 300 mètres ». En écho, je reçois une mise en garde de mes parents. « C'est très bien, mais il s'est tué, tâche de ne pas en faire autant ». Je devrais donc trouver le moyen de voler sans risquer ma vie. En 1908, je réalise un appareil à surface immergée. Voisin avait déjà monté un planeur sur 2 flotteurs longs et étroits, constituant ce que l'on appelle un catamaran. C'est sur un catamaran du même genre que je commence mes essais de flotteurs. Après plusieurs déconvenues, les flotteurs s'engageant sous les vagues ou accrochant des objets flottants, j'abandonne les surfaces immergées. Heureusement, j'avais pu faire des essais à grande vitesse. Je vais utiliser maintenant les pièces de mon catamaran pour réaliser un gros hydravion trimoteur. Avec ces 2 flotteurs à l'avant et un à l'arrière, j'avais réalisé le type d'hydravion qui ne s'engageait plus dans les vagues. Cette même disposition de flotteurs allait se retrouver sur tous les hydravions qui feront le succès des concours de Monaco jusqu'en 1914. Mais malgré les 3 moteurs Anzani de 12 chevaux, qui entraînent par courroie une grande poulie solidaire de l'hélice, l'hydravion trop lourd ne décollera jamais. Encouragé par Laurent Seguin, inventeur du moteur Gnome, je décide d'adopter la formule Canard en grandeur nature. Le problème du moteur semble trouver sa solution. Il sera monté sur notre hydro-aéroplane Canard pour lui donner la puissance nécessaire au décollage. Le 28 mars 1910, l'appareil était prêt. Il avançait à la remorque de l'essor vers le milieu de l'étang de Berre par un temps idéalement calme, puis était accosté par l'arrière contre le flanc du vapeur, l'hélice à portée de la main de l'équipage qui mit en route. Avec l'espace de tous côtés autour de moi, je m'élançais à grande allure. Et mon appareil était étudié pour être automatiquement stable, et avec ce temps parfaitement calme, je devais pouvoir voler sans intervenir dans les commandes et était bien décidé à n'agir que sur les gaz. La main sur la manette d'admission, je laissais l'appareil se lancer. Un des flotteurs arrière se souleva. Je ralentis. J'accélérai de nouveau. Cette fois, les 2 flotteurs arrière se soulevèrent en même temps. L'appareil s'équilibrant sur le flotteur avant, qui lui-même finit par quitter l'eau. J'étais en l'air, parfaitement stable, glissant sur cette mer d'huile ou bourdonnant à quelques mètres au-dessus d'elle, dans l'atmosphère endormie, l'impression était la même. Laurent Seguin, très satisfait de cet exploit, décrète que le plus urgent est de faire constater le résultat par un huissier qui sera présent l'après-midi même. En 1910, à Paris, pour engager la commercialisation de l'appareil, j'expose 2 hydravions à l'occasion du 2e salon de l'aéronautique. C'est alors que Curtiss vient me rendre visite sur mon stand. Je lui explique les différentes étapes de mon projet et de sa réalisation. Après cette franche discussion, je n'entendis plus parler de lui. De retour en Amérique, Glenn Curtiss persuade le département de la Marine de lui fournir les moyens pour développer l'hydravion. Il décolle de la surface de l'océan le 26 janvier 1911 à San Diego. Il vient amérir près du cuirassé Pennsylvania. Hissé à bord puis remis à l'eau, il rejoint la côte par la voie des airs. Dès l'annonce par les USA que Glenn Curtiss avait inventé l'hydravion, je n'ai eu de cesse de contester cette affirmation.
Il faudra patienter jusqu'en 1968 pour retrouver ma place de premier pionnier. En 1911, à l'occasion du prestigieux concours de canot automobile de Monaco, nous sommes tous sur place pour présenter le seul hydroaéroplane au monde existant à l'époque. Jean Bécu, le pilote, est aux commandes. Tout est prêt. Le canard s'élance sur l'eau. Il prend de la vitesse. Enfin, il décolle. Le premier vol se passe magnifiquement bien. Malheureusement, au deuxième vol, le pilote emporté par son élan, l'hydravion viendra se briser sur les rochers. Henri Fabre participera au premier conflit mondial. Il construit alors des glisseurs qui permettaient de lancer des torpilles au-dessus des filets de protection des navires ennemis. 100 ans plus tard, en 2010, 2 répliques du canard d'Henri Fabre seront réalisées. Il y eut même un parapente qui vola à Lamblin en hommage à sa passion.